Elle était recroquevillée sous un auvent, serrant contre elle un morceau de carton souillé. À 5 ans, elle avait déjà appris que dormir était la seule échappatoire à la faim qui lui rongeait les entrailles. Mais lorsque la voiture d'un millionnaire s'arrêta à ce feu rouge, tout bascula. Ce qu'il allait découvrir sur l'origine de cet enfant allait briser son cœur et révéler une connexion qui changerait à jamais le destin des deux. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des histoires qui touchent le cœur. L'ascenseur panoramique reflétait la silhouette impeccable du millionnaire, tandis qu'il montait vers le dernier étage du gratte-ciel. Costume italien sur mesure, chaussures coûtant plus qu'un SMIC, montre suisse qui marquait non seulement les heures, mais aussi le poids d'une vie construite sur les chiffres et la solitude. À 42 ans, il avait conquis tout ce qu'un homme pouvait rêver, une fortune qui croissait même pendant son sommeil, des entreprises réparties sur 3 continents, des appartements à Paris, New York et Sao Paulo. Mais la richesse avait eu son prix. Veuf depuis 5 ans, depuis que sa femme avait succombé à un cancer fulgurant, il s'était réfugié dans le travail comme un naufragé s'accroche à une planche. Il n'y avait pas d'enfant pour porter son nom, pas de rire résonnant dans les couloirs de marbre de son penthouse. Seulement le tic-tac incessant des montres de luxe et le ronronnement sourd de la climatisation qui maintenait tout à une température parfaite, sauf son cœur. La réunion de cet après-midi avait été particulièrement fructueuse. Les chiffres présentés par les directeurs affichaient des bénéfices dépassant les attentes les plus optimistes. Nouveaux investissements dans la technologie, acquisitions stratégiques, partenariats internationaux. L'empire grandissait, inexorable comme une marée qui ne connaît pas de limite. Pendant 3 heures, il avait entendu des mots tels que maximisation, optimisation et rentabilité être répétés comme des mantras par des hommes d'âge mûr qui, comme lui, avaient troqué leur âme contre des feuilles de calcul Excel. Lorsqu'il quitta finalement ses associés avec des poignées de main fermes et des sourires professionnels, le millionnaire ressentit le poids familier de la victoire vide. Une nouvelle conquête, quelques millions de plus, une nouvelle nuit seule, dans sa tour d'ivoire. Le chauffeur l'attendait dans le garage souterrain, en uniforme et silencieux comme toujours. 21 minutes de circulation jusqu'à son penthouse, où un dîner préparé par la gouvernante l'attendait, déjà froid et solitaire. La voiture glissa sur les rues animées du centre-ville pendant qu'il consultait ses emails sur son téléphone portable. Propositions de fusion, rapports financiers, invitations à des événements de bienfaisance auxquels il participait uniquement par obligation sociale. Sa vie était devenue une suite prévisible d'engagements vides et de succès qui ne lui apportaient aucune joie. Parfois, dans le calme de l'aube, il se demandait si cela en valait vraiment la peine. Si le garçon qu'il avait été un jour, plein de rêves et d'espoir, reconnaîtrait l'homme qu'il était devenu. C'est alors que le feu rouge s'alluma. La voiture s'arrêta devant une boutique de vêtements qui avait déjà fermé ses portes depuis des heures. L'auvent protégeait une vitrine éclairée qui exposait des mannequins vêtus de vêtements de la nouvelle collection. Mais ce ne sont pas les mannequins qui attirèrent son attention. Dans la pénombre de l'auvent, presque invisible aux yeux pressés des passants, une petite silhouette était recroquevillée contre le mur. C'était une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Des cheveux noirs et emmêlés tombaient sur un visage maigre, presque translucide, à la lumière jaunâtre du réverbère. Elle serrait un morceau de carton comme s'il s'agissait de l'oreiller le plus précieux du monde et un tissu sale et délavé lui servait de couverture de fortune. À côté d'elle, un sac plastique contenait une petite bouteille vide et ce qui semblait être un morceau de pain. Le millionnaire baissa la vitre de la voiture, ignorant la climatisation qui s'échappait dans la nuit tiède. Il l'observa pendant de longues secondes, hypnotisé par cette vision qui semblait venir d'une autre planète. Dans son monde de cristal et de marbre, des enfants comme celle-là n'existaient tout simplement pas. C'étaient des statistiques dans les rapports gouvernementaux, des chiffres abstraits dans les campagnes publicitaires des ONG. Jamais des visages réels, jamais une douleur palpable. Des centaines de personnes passèrent devant elle sans même ralentir le pas. Des cadres avec des serviettes,
Des étudiants avec des écouteurs, des couples se tenant par la main. Tous semblaient avoir développé une cécité sélective qui leur permettait de voir les vitrines, les feux de signalisation et les panneaux, mais qui les rendait complètement insensibles à cette petite vie qui tentait de survivre sur le béton froid de la ville. La petite fille bougea légèrement, ajustant son corps sur le carton. Même endormie, ou faisant semblant de dormir, il y avait quelque chose de résigné dans ses mouvements, comme si elle avait déjà appris que crier ou pleurer ne servait à rien, comme si elle savait déjà que le monde avait décidé d'ignorer son existence. Le feu passa au vert. Le chauffeur attendit un ordre, mais le millionnaire resta silencieux, les yeux fixés sur la petite silhouette. Des voitures klaxonnèrent derrière eux, impatientes de l'attente. La vie de la ville poursuivait son rythme effréné, indifférente à ce moment de pause, à cette faille qui s'ouvrait dans le cœur d'un homme qui avait oublié comment ressentir. « Monsieur » murmura le chauffeur, hésitant. Pendant un instant, le millionnaire envisagea de demander à continuer, retourner à son penthouse, à son dîner froid, à sa vie organisée et prévisible, feindre qu'il n'avait rien vu, que cette image ne s'était pas gravée sur sa rétine comme du fer en fusion. Mais quelque chose de plus profond que la raison l'empêchait de partir. Une voix intérieure, qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies, susurrait des mots qu'il essayait de ne pas comprendre. « Arrêtez la voiture », dit-il finalement, sa voix sortant plus rauque que d'habitude. « Monsieur, arrêtez la voiture, je descends. » L'asphalte irradiait encore la chaleur accumulée pendant la journée lorsque le millionnaire posa le pied sur le trottoir. Ses chaussures italiennes, habituées aux tapis persans et au sol en marbre, touchèrent le béton irrégulier avec une étrangeté qui le fit hésiter un instant. L'odeur de la ville nocturne l'atteignit comme une vague. Fumée d'échappement, nourriture de rue, sueur et précipitation. Un univers complètement distant de l'ambiance climatisée et parfumée de son monde d'entreprise. Il marcha lentement en direction de l'auvent, chaque pas chargé d'une hésitation qu'il ne pouvait pas expliquer. Des cadres le dépassaient, sans le reconnaître, pressés de rentrer chez eux après une nouvelle journée de travail. Aucun d'eux ne regardait en bas, là où une enfant tentait de devenir invisible contre le mur froid de la boutique. Lorsqu'il s'approcha, il put mieux voir les détails que la distance avait adoucis. La petite fille était encore plus maigre qu'il ne l'avait imaginé. Les bras fins qui serraient le carton étaient marqués de petites coupures et d'égratignures, probablement conséquence des rues rugueuses où elle tentait de survivre. Ses vêtements, si l'on pouvait les appeler ainsi, étaient une combinaison de morceaux mal cousus, trop grands pour son corps frêle. Mais c'est lorsqu'il vit son visage que le millionnaire sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Même dans la pénombre, il était possible de percevoir la beauté délicate que la malnutrition tentait de cacher. Pommettes saillantes, lèvres gercées, mais des yeux qui gardaient une profondeur troublante pour quelqu'un d'aussi jeune. Ce n'était pas seulement la faim qui marquait ses traits, c'était une tristesse ancienne, une résignation qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il s'accroupit lentement, essayant de ne pas l'effrayer. Le mouvement fut précautionneux, presque révérencieux, comme s'il s'approchait d'un animal blessé qui pourrait fuir au moindre geste brusque. Ses mains, habituées à serrer des mains lors de transactions millionnaires, tremblèrent légèrement lorsqu'il entendit une vers l'enfant. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix sonnant étrange, même pour lui-même. La fillette ouvrit lentement les yeux, sans hâte, comme si le réveil était un processus douloureux. Lorsqu'elle fixa finalement le visage de l'homme en face d'elle, il n'y eut ni sursaut, ni peur. Juste une évaluation silencieuse, comme si elle avait déjà appris à mesurer les intentions des gens à travers leurs yeux. Ce qu'elle vit là le fit se détendre légèrement, bien qu'elle maintienne encore sa posture défensive. « As-tu faim » demanda-t-il, surpris par sa propre question. Ce n'était pas quelque chose de prévu. Les mots s'échappèrent simplement de ses lèvres. Elle l'observa pendant quelques secondes de plus, avant d'acquiescer légèrement de la tête. Le geste fut presque imperceptible, mais il portait un poids qui contracta l'estomac du millionnaire.
Il se souvint du casse-croûte qu'il avait acheté au bureau et laissé dans la voiture, un sandwich gourmet qui coûtait plus que ce que de nombreuses familles dépensaient pour se nourrir en une semaine. « Attends ici », dit-il en se levant. « Je vais te chercher quelque chose. » Il retourna à la voiture d'un pas rapide, ignorant le regard perplexe du chauffeur. Il prit le sandwich emballé et une bouteille d'eau minérale française qu'il gardait toujours dans le véhicule. Lorsqu'il revint, la fillette n'avait pas bougé. C'était comme si elle avait appris qu'attendre immobile était le moyen le plus sûr de survivre. Il s'accroupit à nouveau et tendit la nourriture. De petites mains maigres émergèrent de l'intérieur du tissu sale pour recevoir l'offrande. Mais au lieu de manger immédiatement, comme il s'y attendait, la fillette fit quelque chose qui le désarma complètement. Elle colla son visage contre le sandwich. Le geste était si délicat, si chargé d'une gratitude silencieuse, que le millionnaire sentit ses yeux brûler. L'enfant inhala profondément l'arôme de la nourriture, comme si elle voulait absorber non seulement l'odeur, mais aussi l'espoir qu'elle représentait. Ce n'est qu'alors, avec des mouvements précautionneux, qu'elle commença à déballer le sandwich. « Tu dors ici toutes les nuits ?» La question sortit de ses lèvres avant qu'il puisse se censurer. La fillette cessa de manger et le regarda droit dans les yeux. C'était un regard qui le transperça comme une lame chargée d'une sagesse cruelle qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Lorsqu'elle parla, sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot résonna dans l'esprit de l'homme comme un cri. « Je dors beaucoup pour oublier la faim. Quand j'ai mal au ventre, je ferme les yeux et je fais semblant d'être dans un endroit où il y a de la nourriture. » Le monde s'arrêta. Les mots de l'enfant frappèrent le millionnaire comme un coup de poing à l'estomac, le faisant chanceler même en étant accroupi. Pendant un instant, il ne put respirer. La phrase résonnait dans son esprit, se mêlant aux échos du passé qu'il avait enterré depuis des décennies. Une autre voix enfantine, un autre visage maigre, d'autres petites mains qui s'étendaient en quête d'aide. Sa petite sœur. Le souvenir surgit comme une avalanche, détruisant les barrières soigneusement construites au fil des ans. Elena n'avait que 4 ans lorsque l'incendie dévasta le taudis où il vivait. Il réussit à s'échapper, mais lorsqu'il revint la chercher, il était trop tard. Les voisins dirent qu'elle était morte en essayant de se cacher sous le lit, trop effrayée pour crier à l'aide. Mais il y avait un autre souvenir, encore plus douloureux. La nuit précédant l'incendie, lorsqu'Elena avait dit exactement les mêmes mots qu'il venait d'entendre, « Je dors beaucoup pour oublier la faim ». Il n'avait que 2 ans de plus, mais il avait promis qu'un jour, il sortirait de cette vie. Qu'un jour, elle aurait tellement de nourriture qu'elle n'aurait plus jamais besoin de dormir pour oublier la douleur. Il tint sa promesse à moitié. Il sortit de la pauvreté, construisit un empire, devint tout ce qu'il avait rêvé d'être. Mais Elena n'était pas là pour le voir. Et pire, il était devenu tellement obsédé par sa propre ascension qu'il avait complètement oublié les autres enfants qui, comme sa sœur, dormaient encore avec la faim dans les rues de la ville. « Comment tu t'appelles » murmura-t-il, la voix brisée. La fillette l'observa avec prudence avant de répondre. « Les gens m'appellent par beaucoup de noms. Mais mon vrai nom, presque personne ne le connaît. Et c'est quoi ? Ça n'a pas d'importance, dit-elle, recommençant à manger le sandwich par petites bouchées précautionneuses. Les noms ne servent que quand quelqu'un veut nous appeler. Et personne ne m'appelle jamais. La simplicité brutale de cette réponse fut comme un coup de feu au cœur du millionnaire. Il comprit, à ce moment-là, qu'il n'avait pas seulement rencontré un enfant affamé. C'était un morceau de sa propre âme qu'il jugeait perdu à jamais. C'était Elena, revenant lui montrer qu'il était encore temps de tenir la promesse qu'il avait faite des décennies auparavant. Le millionnaire rentra chez lui ce soir-là, mais le sommeil ne vint pas. Allongé dans son lit king-size, entouré du luxe silencieux de son penthouse, il ne pouvait s'empêcher de penser à la fillette sous l'auvent. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ce petit visage maigre et ses yeux trop anciens pour leur âge. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme un mantra douloureux. « Je dors beaucoup pour oublier la faim ». Il se leva avant l'aube et se dirigea vers la fenêtre panoramique qui offrait une vue privilégiée sur la ville. En bas,
Des millions de personnes étaient déjà en mouvement dans les rues, chacune portant ses propres fardeaux, ses propres histoires. Combien d'autres enfants comme cette fillette se réveillaient en ce moment, affrontant une nouvelle journée d'abandon? Combien de petites Elena avait-il ignoré pendant toutes ces années? Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son assistant personnel, lui rappelant l'agenda chargé qui l'attendait. Réunion avec des investisseurs japonais à 9 heures. Déjeuner avec le ministre de l'économie, conférence avec le conseil d'administration dans l'après-midi. La machine à faire de l'argent devait continuer à fonctionner et il était la pièce maîtresse de cet engrenage implacable. Pendant toute la matinée, il tenta de se concentrer sur les affaires, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Au milieu de la présentation sur l'expansion vers le marché asiatique, il se mit à se demander si la fillette avait bien dormi, si quelqu'un lui avait donné le petit déjeuner, si elle était en sécurité. Les chiffres à l'écran semblèrent soudainement futiles face au souvenir de ses yeux chargés de résignation. « Monsieur ?» La voix d'un des investisseurs le ramena à la réalité. « Auriez-vous un commentaire à faire sur les indices de rentabilité du 3e trimestre ?» Il avala sa salive et força un sourire professionnel, reprenant le rôle qu'il interprétait depuis des décennies. Mais à l'intérieur, une guerre silencieuse avait commencé. Une partie de lui, la partie qui avait construit cet empire, murmurait qu'il ne pouvait pas s'impliquer. Qu'une vie avait été sacrifiée pour en arriver là, et il ne pouvait pas la gâcher à cause d'un moment de faiblesse sentimentale. « Vous avez des responsabilités », murmurait la voix de la raison. Des employés qui dépendent de votre succès, des actionnaires qui font confiance à vos décisions. Vous ne pouvez pas simplement tout abandonner à cause d'un enfant que vous avez trouvé dans la rue. Mais il y avait une autre voix, plus faible mais plus persistante, qui lui rappelait les promesses non tenues. « Elena a cru en vous », murmurait-elle, « et vous l'avez abandonnée. Allez-vous faire la même chose avec cette fillette ?» Le déjeuner avec le ministre fut un exercice en mode pilote automatique. Il dit les mots justes, sourit aux moments opportuns, discuta de politiques économiques avec l'aisance habituelle. Mais son esprit était à des kilomètres de là, sous un auvent où une enfant avait appris que dormir était préférable à ressentir la douleur. Lorsqu'il réussit enfin à s'échapper du bureau en fin d'après-midi, il instruisit le chauffeur de prendre le même chemin que la veille. Son cœur s'emballa lorsque la voiture s'approcha de la boutique et il ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse en voyant que la fillette était toujours là. Elle semblait encore plus petite à la lumière du jour, encore plus fragile. Elle avait réussi à se procurer un autre morceau de pain et mâchait lentement, faisant durer chaque miette le plus longtemps possible. Lorsqu'elle le vit s'approcher, ses yeux s'illuminèrent un instant avant de retrouver l'expression prudente de toujours. « Vous êtes revenu ?» dit-elle, et il y avait une surprise sincère dans sa voix. « Oui », répondit-il, se sentant soudainement bête. « J'ai apporté plus de nourriture. » Il tendit un sac avec des sandwichs, des fruits et une bouteille de jus. Cette fois, elle ne sentit pas la nourriture en premier. Elle murmura juste un merci presque inaudible et commença à manger avec la même parcimonie qu'avant. « Pourquoi tu ne vas pas dans un foyer ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. La fillette cessa de mâcher et le regarda avec une expression qui mêlait tristesse et ironie. « J'ai déjà essayé. Ils disent qu'il faut des papiers, un responsable, un tas de choses que je n'ai pas. Et quand ils acceptent, il y a parfois des gens méchants là-dedans. C'est plus sûr ici. » La simplicité de cette explication le laissa sans voix. Une enfant de 5 ans avait développé un système de survie que les adultes responsables de sa protection avaient échoué à offrir. Elle avait appris à naviguer dans la bureaucratie cruelle de l'abandon institutionnel et choisi la solitude de la rue comme le moindre des maux. Et si quelqu'un voulait aider vraiment? Les mots sortirent avant qu'il puisse les retenir. Les yeux de la fillette se plissèrent légèrement, comme si elle évaluait s'il s'agissait d'une blague. Quel genre d'aide? De la nourriture. Tous les jours. Un endroit chaud pour dormir. Peut-être même l'école. Et qu'est-ce que tu veux en échange?
La question le frappa comme un seau d'eau froide. Là, il y avait une enfant de 5 ans qui avait déjà appris que rien dans la vie n'est gratuit, que toute offre d'aide cache un prix à payer. Quel genre d'expérience avait-elle vécu pour développer cette méfiance? Rien, répondit-il, surpris par sa propre réponse. Je ne veux pas que tu dormes dans la rue. Elle l'étudia pendant de longues secondes, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme compliquée. Puis, elle secoua la tête lentement. Les gens veulent toujours quelque chose. Vous avez l'air gentil, mais je préfère rester ici. Au moins ici, je sais à quoi m'attendre. Le millionnaire sentit son cœur se briser un peu plus. Il comprit que ce n'était pas seulement la faim qui avait détruit l'enfance de cette fillette. C'était la perte totale de la confiance en la bonté humaine. Elle avait appris qu'accepter de l'aide pourrait être encore plus dangereux que d'affronter le froid et la faim seul. Il resta là pendant 1 heure de plus, parlant de choses simples. Il découvrit qu'elle savait lire quelques mots, appris grâce aux enseignes et aux affiches de la ville, qu'elle avait peur des gros chiens, mais adorait les petits qui apparaissaient parfois sur la place à proximité, que son rêve était d'avoir une poupée, non pas pour jouer, mais pour avoir quelqu'un à qui parler pendant les longues nuits. Lorsqu'il fit finalement ses adieux, promettant de revenir le lendemain, le millionnaire savait qu'il était arrivé à un point de non-retour. Il ne pouvait plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Il ne pouvait plus revenir à sa vie comme si cette rencontre n'avait pas eu lieu. Mais il savait aussi que l'aider ne serait pas simple. Il ne suffisait pas de donner de l'argent ou de la nourriture. Il fallait gagner la confiance de quelqu'un qui avait appris à survivre en se méfiant de tout le monde. Il fallait prouver que tous les adultes n'étaient pas des prédateurs déguisés en sauveurs. Et surtout, il fallait affronter ses propres démons, parce que sauver cette fillette signifiait, d'une certaine manière, se pardonner de ne pas avoir réussi à sauver Elena. Cela signifiait accepter qu'il n'était peut-être jamais trop tard pour tenir les promesses du passé. Dans les jours qui suivirent, le millionnaire établit une routine qu'il n'avait jamais imaginée possible. Tous les après-midi, après avoir rempli ses engagements professionnels, il ordonnait au chauffeur de s'arrêter au même coin de rue. Il apportait de la nourriture, des couvertures, parfois même des médicaments lorsqu'il remarquait que la fillette était enrhumée. Peu à peu, il commença à comprendre les petits rituels de survie qu'elle avait développés. Il découvrit qu'elle se réveillait toujours avant l'aube, lorsque les nettoyeurs de rue passaient avec leurs balais et leurs lances à eau. C'était le moment le plus dangereux, car certains employés la chassaient avec une violence inutile. Elle avait appris à se recroqueviller encore plus, à devenir presque transparente jusqu'à ce qu'il passe. Ensuite, lorsque la ville s'éveillait et que les premières personnes commençaient à circuler, elle prenait la position qui était devenue sa marque de fabrique. Serrée contre le carton, faisant semblant de dormir pour ne déranger personne. La fillette commença à raconter davantage sa routine. Les mardis, une dame âgée qui travaillait dans la boulangerie voisine lui donnait parfois du pain qui ne pouvait plus être vendu. Les jeudis, un groupe de jeunes évangélistes distribuait de la soupe sur la place à 2 pâtés de maison. Les samedis étaient les pires jours, car les bars étaient bondés et des personnes ivres s'amusèrent parfois à tourmenter ceux qui dormaient dans la rue. Chaque révélation était un coup de poignard dans le cœur du millionnaire. Comment une enfant aussi petite avait-elle développé une carte mentale aussi précise de la cruauté urbaine? Comment avait-elle appris à naviguer dans un monde où la survie dépendait de la mémorisation des horaires, des quelques gestes de compassion? Un après-midi, il lui apporta une nouvelle couverture, douce, chaude, avec des motifs colorés. La réaction de la fillette le surprit. Elle toucha le tissu avec révérence, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, mais secoua ensuite la tête. « Je ne peux pas la garder, » dit-elle, rendant la couverture. « Pourquoi pas? C'est trop beau. Quelqu'un va vouloir me la prendre. Il vaut mieux que j'utilise des choses que personne ne veut. » La logique de la survie dans la rue était impitoyable. Même les gestes de bonté devaient être calculés, mesurés par rapport à la possibilité de susciter l'envie ou la cupidité des autres.
La fillette avait appris que ne pas se faire remarquer ne signifiait pas seulement ne pas déranger. Cela signifiait ne rien posséder qui puisse éveiller l'intérêt d'autrui. C'est alors que le millionnaire comprit qu'il ne suffisait pas d'offrir des choses. Il fallait offrir de la sécurité, et la sécurité ne s'achetait pas. Elle se construisait à travers la confiance, et la confiance prenait du temps. Il commença à apporter des cadeaux plus discrets, des livres d'histoire pour enfants qu'elle feuilletait avec curiosité, même si elle ne savait pas lire tous les mots, de petits jouets qui tenaient dans sa poche et pouvaient être facilement cachés, une petite lampe de poche pour les nuits les plus sombres, des choses qui amélioraient sa vie sans en faire une cible. Au cours de ces conversations vespérales, le millionnaire commença également à partager des morceaux de sa propre histoire. Il parla d'Elena, de son enfance difficile, de la façon dont il avait lutté pour sortir de la pauvreté. Au début, il le fit inconsciemment, comme si les mots jaillissaient seuls d'un endroit profond qu'il gardait scellé depuis longtemps. « Ah, tu avais une sœur ?» demanda la fillette un certain après-midi, après qu'il ait mentionné Elena pour la 3e fois. « J'avais. Elle est morte quand j'étais petit. »« Morte comment ?» La question directe, posée avec la simplicité cruelle des enfants, l'obligea à affronter des détails qu'il n'avait jamais verbalisés à personne. « Dans un incendie. J'ai réussi à m'échapper, mais pas elle. » La fillette resta silencieuse pendant un long moment, absorbant l'information. Ensuite, avec une sagesse qui le laissa sans voix, elle dit « C'est pour ça que tu viens ici tous les après-midi. Tu crois que je suis elle. » L'observation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Était-ce vrai? Essayait-il de sauver cette fillette pour sauver Elena rétroactivement? Ou se passait-il quelque chose de plus profond? Peut-être un peu, admit-il, surpris par sa propre honnêteté. Mais tu n'es pas elle, tu es toi. Et tu mérites d'être aidé pour ce que tu es, pas parce que tu me rappelles quelqu'un. Et qui suis-je? La question résonna dans l'air comme un défi. Qui était cette fillette, sinon une enfant abandonnée dormant sous un auvent? Quelle était son histoire, ses rêves, ses peurs les plus profondes? Le millionnaire réalisa que, bien qu'il lui rende visite tous les jours depuis des semaines, il en savait encore très peu sur elle en tant que personne. « J'aimerais bien le découvrir, » répondit-il, « si tu me le permets. » Ce fut ce jour-là qu'elle lui raconta enfin son vrai nom. Ce n'était pas seulement un nom, c'était une petite biographie condensée en quelques mots. Elle était née dans un hôpital public, fille d'une jeune femme qui travaillait comme femme de ménage. Le père n'a jamais su son existence. La mère avait lutté pendant 5 ans pour élever sa fille seule, faisant des petits boulots, vivant dans des chambres louées dans des pensions bon marché. Lorsque la mère tomba malade et ne put plus travailler, elles furent expulsées. Elles vécurent quelques mois dans la rue ensemble, la mère protégeant sa fille du mieux qu'elle pouvait, lui enseignant les astuces de la survie urbaine. Lorsque la maladie s'aggrava et que la mère fut admise dans un hôpital public, la fillette resta seule. Elle rendait visite à sa mère quand elle réussissait à contourner la sécurité. Mais un jour, lorsqu'elle y arriva, le lit était vide. « Personne ne m'a dit qu'elle était morte », raconta la fillette sans dramatisation, comme si elle racontait quelque chose de banal. J'ai demandé à l'infirmière et elle m'a dit que je devais chercher ma famille. Mais je n'avais personne. Alors, je suis retourné dans la rue. L'histoire fut racontée de manière fragmentée au fil de plusieurs après-midi. Chaque morceau révélé était comme une pièce d'un puzzle douloureux que le millionnaire essayait d'assembler dans son esprit. Il commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un enfant abandonné, il était face à quelqu'un qui avait tout perdu et trouvait encore la force de se réveiller tous les jours et de continuer à se battre. C'est alors qu'il prit une décision qui changerait leurs 2 vies à jamais. « Je veux t'emmener hors de la rue », dit-il un jeudi pluvieux, lorsqu'il trouva la fillette plus mouillée et tremblante que d'habitude. « On en a déjà parlé. »« Non, écoute. Je ne parle pas d'un foyer ou d'un orphelinat. Je parle de venir vivre avec moi, chez moi, comme une famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La pluie tambourinait sur l'auvent au-dessus d'eux, créant un rideau sonore qui isolait ce moment du reste du monde. La fillette le fixa du regard avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer, surprise,
peur, espoir et méfiance, mêlés dans un regard qui semblait trop ancien pour ce jeune visage. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je crois qu'on a besoin l'un de l'autre. » C'était la vérité la plus nue qu'il ait jamais prononcée de sa vie. Ce n'était pas seulement de l'altruisme ou de la culpabilité liée au passé. C'était un besoin mutuel qui avait grandi entre eux au cours de ces semaines de rencontres quotidiennes. Il avait besoin d'elle, autant qu'elle avait besoin de lui, elle pour survivre, lui pour recommencer à vivre. La fillette baissa les yeux, se concentrant sur ses petites mains abîmées. Lorsqu'elle parla finalement, sa voix était encore plus basse que d'habitude. « Et si je ne sais pas comment être une famille? Je sais seulement comment être invisible. » Le cœur du millionnaire se brisa un peu plus. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que la famille n'était pas quelque chose qui s'apprenait, mais quelque chose qui se construisait jour après jour à travers de petits gestes et des soins mutuels? « On apprendra ensemble, » répondit-il en tendant la main. « Je ne sais pas grand-chose sur le fait d'être une famille non plus. Ça fait longtemps que je suis seul. » Elle regarda la main tendue pendant de longues secondes. C'était plus qu'une invitation. C'était un pont entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que le destin avait conspiré à unir. Lentement, avec hésitation, elle toucha ses doigts avec les siens. Ce n'était qu'un contact, fragile comme l'aile d'un papillon. Mais à ce moment-là, sous un auvent trempé par la pluie, deux âmes perdues trouvèrent le premier fil d'espoir qu'elles allaient tisser ensemble dans les jours à venir. La transition ne fut pas simple. Le millionnaire avait imaginé qu'il suffirait d'emmener la fillette dans son penthouse et le tour serait joué. Problème résolu, vie transformée, fin heureuse garantie. La réalité s'avéra infiniment plus complexe et plus difficile que n'importe quelle négociation commerciale qu'il avait jamais affrontée. Le premier jour, elle refusa de prendre un bain. Non par entêtement, mais par peur. L'eau chaude, les serviettes moelleuses, la salle de bain en marbre, tout cela lui paraissait trop irréel pour être vrai. Elle se recroquevilla dans un coin de la chambre d'amis qu'il avait préparée, serrant contre elle son morceau de carton souillé, observant tout avec la méfiance d'un animal sauvage en captivité. « C'est trop propre », murmura-t-elle, lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas. « Les endroits comme ça ne sont pas pour les gens comme moi. » La phrase le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Une enfant de 5 ans avait déjà intériorisé l'idée qu'il existait des endroits où elle n'avait pas sa place, qu'il y avait des niveaux de dignité qui lui étaient niés dès sa naissance. Comment déconstruire des années de conditionnement à l'invisibilité en quelques heures? Il engagea une psychologue infantile spécialisée dans les traumatismes de l'abandon. La docteure Martinez était une femme d'âge mûr, avec des yeux doux et une patience infinie. Sa première séance avec la fillette ne dura que 15 minutes. Elle refusa de parler, restant recroquevillée dans un fauteuil, observant la professionnelle comme si elle s'attendait à être attaquée à tout moment. « Elle aura besoin de temps », expliqua la docteure au millionnaire après la séance manquée. « Les traumatismes de l'abandon créent des mécanismes de défense très profonds. Elle a appris que faire confiance est dangereux, que s'attacher à quelque chose signifie se préparer à le perdre. On ne peut pas simplement lui dire que maintenant tout va bien. Elle a besoin de le ressentir, et cela peut prendre des mois. Des mois. » Le mot résonna dans l'esprit du millionnaire, tandis qu'il observait la fillette dîner seule à la table à manger pour 12 personnes. Elle mangeait lentement, mâchant chaque morceau avec soin, comme si elle s'attendait toujours à ce que quelqu'un vienne lui enlever sa nourriture. Entre deux bouchées, ses yeux bougeaient constamment, cataloguant les sorties, évaluant les menaces imaginaires. Les nuits étaient particulièrement difficiles. La chambre qu'il avait préparée avec tant de soin, lit à baldaquin, papier peint avec des papillons colorés, étagères remplies de jouets, restait pratiquement intacte. Elle dormait par terre, à côté du lit, enroulée dans une vieille couverture qu'elle avait apportée de la rue. Lorsqu'il essayait de la convaincre d'utiliser le lit, elle secouait la tête avec fermeté. « Le sol est plus sûr », expliquait-elle. « Si quelqu'un vient, je peux courir plus vite. » « Courir où »
Ils étaient au 47e étage d'un immeuble résidentiel avec une sécurité 24 heures sur 24. Mais pour un esprit façonné par le besoin constant de fuite, aucun endroit n'était suffisamment sûr. Elle vivait encore comme si elle était dans la rue, toujours prête à partir à tout moment. Le millionnaire commença à comprendre que sauver cette fillette exigerait plus que des ressources financières. Cela exigerait qu'il apprenne un langage émotionnel qu'il avait oublié depuis des décennies. Il avait besoin de redécouvrir la patience, la tendresse, la capacité d'offrir de l'affection sans rien attendre en retour. Il engagea une équipe de professionnels. Outre la psychologue, une pédiatre pour prendre soin de sa santé physique affaiblie par la malnutrition, une pédagogue pour commencer l'alphabétisation qui avait été interrompue par la vie dans la rue, une nutritionniste pour développer un plan alimentaire qui lui ferait reprendre du poids progressivement. Mais ce furent les petits gestes quotidiens qui commencèrent à faire la différence. Lorsqu'il découvrit qu'elle avait peur du noir, il installa de petites veilleuses dans tout l'appartement, créant des chemins éclairés qu'elle pourrait suivre si elle avait besoin de se déplacer pendant la nuit. Lorsqu'il remarqua qu'elle sursautait au bruit soudain, il commença à annoncer sa présence avant d'entrer dans une pièce où elle se trouvait. Peu à peu, elle commença à explorer l'appartement, d'abord uniquement pendant la journée, puis aussi pendant la nuit. Elle découvrit la bibliothèque et fut fascinée par les livres, même si elle ne savait pas en lire la plupart. Elle passait des heures à feuilleter les pages, à tracer les lettres avec son index, à inventer des histoires basées sur les illustrations. C'est à travers les livres qu'elle commença à parler davantage. Elle lui montrait les images qu'elle préférait, lui demandait de lire les histoires à haute voix. Sa voix, auparavant réduite à des murmures, commença à gagner en volume et en confiance. Il y avait encore des moments de silence total lorsque quelques souvenirs douloureux la hantaient, mais ces épisodes devinrent moins fréquents. Le millionnaire était également en train de changer. Sa routine de travail obsessionnelle fut forcément modifiée. Il ne pouvait plus rester tard au bureau. Il y avait un enfant à la maison qui avait besoin de dîner, d'aide pour le bain, d'une histoire avant de dormir. Les réunions qui s'étendaient auparavant pendant des heures furent raccourcies. Les voyages d'affaires furent annulés ou reportés. Ses associés commencèrent à commenter sa nouvelle phase, certains avec curiosité, d'autres avec inquiétude. L'homme qui ne vivait auparavant que pour multiplier ses millions arrivait désormais en retard aux réunions parce qu'il s'était arrêté pour acheter un livre d'histoire pour enfants. Le cadre implacable qui avait déjà licencié des centaines d'employés, sans hésiter, insistait désormais pour connaître les détails des politiques de congé, maternité de l'entreprise. « Vous êtes différent », commenta son avocat personnel lors d'un déjeuner d'affaires. « Plus humain. » L'observation le fit réfléchir. C'était vrai. La présence de la fillette était en train de faire fondre les couches de froideur qu'il avait construites au fil des décennies. Il redécouvrait des émotions qu'il jugeait perdues à jamais. L'inquiétude sincère pour le bien-être d'une autre personne, la joie simple de voir un sourire timide, la satisfaction d'offrir de la sécurité à quelqu'un qui ne l'avait jamais eu, mais tout n'était pas rose. Il y avait des moments de frustration intense lorsqu'elle régressait et recommençait à se comporter comme dans la rue. Des jours où elle refusait de manger, de parler, de sortir de sa chambre. Des nuits où elle se réveillait en hurlant avec des cauchemars qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas décrire. Ce fut au cours d'une de ces crises que le premier grand pas en avant se produisit. C'était un samedi matin lorsqu'il entendit des sanglots venant de sa chambre. Il la trouva recroquevillée sur le sol, tremblante et murmurant des mots incompréhensibles. Lorsqu'il tenta de s'approcher, elle s'écarta, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était effrayée. « Non, s'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal », balbutiait-elle, revivant clairement un traumatisme. Il s'assit par terre, à une distance de sécurité, et commença à parler à voix basse et calme. Il ne tenta pas de la toucher ou de forcer tout type de contact. Il offrit simplement sa présence, sa voix rassurante, ses mots de sécurité. « Tu es en sécurité », répétait-il. « Personne ne va te faire de mal. Je suis là, tu n'es pas seul. » Cela prit près de 2 heures,
Mais petit à petit, elle cessa de trembler. Ses sanglots se transformèrent en une respiration irrégulière, puis en soupirs fatigués. Lorsqu'elle le regarda enfin dans les yeux, il y avait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « J'ai rêvé que tu étais parti, » murmura-t-elle, « que je me suis réveillée et que tu n'étais plus là. Je ne partirai pas, » promit-il, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il crut pleinement à ses propres mots. « C'est ta maison, maintenant. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de rester seule. » C'est alors qu'elle fit quelque chose qui le surprit complètement. Lentement, avec hésitation, elle s'approcha de lui. D'abord seulement de quelques centimètres, puis un peu plus, jusqu'à ce qu'elle pose finalement sa tête sur son épaule. C'était un geste petit, presque insignifiant pour tout observateur extérieur. Mais pour tous les deux, cela représentait une montagne déplacée, un abîme traversé, un pont construit sur des années de douleur et de méfiance. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, lui assis par terre, elle appuyée contre son épaule, découvrant tous les deux que la famille n'était pas quelque chose que l'on héritait par le sang, mais quelque chose que l'on choisissait de construire par la patience, le soin et l'amour inconditionnel. 3 mois s'étaient écoulés depuis que la fillette était arrivée dans le penthouse. La routine domestique s'était établie avec une naturelle qui surprenait le millionnaire. Petit déjeuner à 7h30, toujours avec des crêpes, car elle avait découvert que c'était son plat préféré. Des cours avec la pédagogue le matin. Elle apprenait à lire à une vitesse impressionnante, comme si elle voulait rattraper le temps perdu. Des après-midi libres pour jouer, explorer la bibliothèque ou simplement bavarder sur le balcon, observant la ville en contrebas. Elle avait pris du poids. Ses joues n'étaient plus creusées par la malnutrition. Ses cheveux, auparavant emmêlés et sans vie, brillaient désormais de santé et étaient toujours attachés avec des élastiques colorés qu'elle adorait choisir. Plus important encore, elle avait commencé à sourire, non seulement les sourires timides et hésitants des premiers jours, mais des rires authentiques qui résonnaient dans les couloirs de l'appartement comme de la musique. Le millionnaire était au bureau, en train de revoir des contrats, lorsque son avocat personnel frappa à la porte avec une expression préoccupée. Le docteur Henri Dubois était un homme méticuleux, spécialisé dans les questions familiales et les adoptions. C'était lui qui avait entamé la procédure juridique pour officialiser la garde de la fillette, une procédure complexe qui impliquait des assistants sociaux, des psychologues judiciaires et une montagne de paperasserie bureaucratique. « Nous devons parler », dit l'avocat, fermant la porte derrière lui. « C'est au sujet de la fillette. Nous avons trouvé des informations sur sa mère. » Le millionnaire leva les yeux des documents, une étrange sensation se formant dans l'estomac. « Quel genre d'informations ? J'ai eu accès aux registres hospitaliers et professionnels. Le nom complet de la mère, l'historique des emplois, les documents. » L'avocat hésita, comme s'il ne savait pas comment continuer. « Elle a travaillé pour vous, ou plutôt pour l'une de vos entreprises. » Le monde s'arrêta. Les mots résonnèrent dans l'esprit du millionnaire comme un écho déformé, impossible à traiter complètement. « Comment ça, elle a travaillé pour moi ?» Marcia Silva Santos, embauchée comme aide ménagère au siège de votre entreprise en 2018, licenciée en mars 2019 pour... L'avocat consulta les papiers, pour vol présumé de fourniture de bureau. Les souvenirs affluèrent comme une avalanche. Marcia, une jeune femme timide, toujours la tête baissée, qui nettoyait les bureaux pendant la nuit. Il avait à peine fait attention à elle, comme il ne faisait pas attention à la plupart des employés de niveau hiérarchique inférieur. Mais il se souvenait vaguement du jour où elle avait été licenciée. Il manquait du matériel électronique dans les bureaux, et elle avait été accusée. « Qui a porté l'accusation ?» demanda-t-il, la voix rauque. « L'un des superviseurs. Il a dit qu'elle avait été vue près du bureau où le matériel a disparu. Il n'y avait pas de preuves concrètes, mais... Enfin, vous savez comment ces choses fonctionnent. Dans le doute, on licencie l'employé le plus vulnérable. » Le millionnaire sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il se souvenait maintenant avec une clarté douloureuse.
Marcia avait supplié de conserver son emploi, avait dit qu'elle avait une petite fille à élever. Mais la politique de l'entreprise était claire. Suspicion de vol entraînait une démission immédiate. Il avait signé le document sans réfléchir, sans enquêter plus en profondeur, sans se soucier des conséquences pour cette jeune mère. « Continuez », réussit-il à murmurer. Après son licenciement, elle a tenté de trouver un autre emploi, mais l'accusation de vol sur son dossier professionnel a beaucoup compliqué les choses. Elle n'a réussi à obtenir que des emplois sporadiques, sans contrat de travail. La situation financière s'est rapidement détériorée. Elles ont été expulsées de l'appartement qu'elles louaient 6 mois plus tard. Chaque mot était comme un coup de feu dans la poitrine. Le millionnaire commença à comprendre la chaîne d'événements qui avait conduit la fillette jusqu'à cet auvent. Son licenciement injuste avait été le premier domino à tomber dans une séquence dévastatrice qui avait abouti à un enfant dormant dans la rue pour oublier la faim. « Il y a autre chose », continua l'avocat. « Marcia a tenté de vous contacter à plusieurs reprises après son licenciement. Des lettres, des appels téléphoniques, elle a même essayé d'obtenir une entrevue personnelle. Elle voulait prouver son innocence, demander une seconde chance. Mais je ne l'ai jamais reçue, acheva le millionnaire, les mots amers à la bouche. Ma secrétaire avait pour ordre de filtrer ce genre de contact. Exactement. Ces tentatives ont été systématiquement bloquées. Finalement, elle a abandonné. Les dossiers médicaux montrent qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises ces dernières années pour des problèmes liés au stress et à la malnutrition. La dernière hospitalisation remonte à janvier de cette année. Pneumonie aggravée par la vie dans la rue. Elle n'a pas résisté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le millionnaire ne parvenait pas à traiter complètement l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Non seulement il avait trouvé un enfant abandonné dans la rue, il avait trouvé la fille d'une femme dont il avait détruit la vie avec une décision bureaucratique prise sans la moindre considération pour les conséquences humaines. « Qui a vraiment volé le matériel ?» demanda-t-il finalement. « Nous avons enquêté discrètement. Il y a de fortes indications pour penser que c'est le superviseur lui-même qui l'a accusé. Apparemment, il vendait du matériel de l'entreprise et utilisait des employés vulnérables comme boucs émissaires si nécessaire. Marcia n'a été qu'une victime de plus d'un système qui a duré des années. L'ironie cruelle de la situation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il avait détruit la vie d'une mère innocente et, des années plus tard, le destin avait mis sa fille orpheline sur son chemin. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une forme cosmique de justice, une occasion de rédemption qu'il ne méritait pas, mais qu'il avait pourtant reçue. « La fillette, c'est elle ?» réussit-il à demander. « Non, et nous devons décider si elle doit le savoir. Psychologiquement, cela peut être dévastateur d'apprendre que l'homme qui la sauve est celui qui a détruit sa famille. D'un autre côté, cacher la vérité peut aussi être préjudiciable à long terme. » Le millionnaire se leva de sa chaise et marcha jusqu'à la fenêtre panoramique. En bas, la ville grouillait de vie, des millions de personnes vivant leurs propres tragédies et triomphes, inconscientes du drame qui se déroulait au 47e étage de cet immeuble. Il pensa à la fillette, probablement en train de prendre une leçon de mathématiques avec la pédagogue en ce moment, concentrée sur l'apprentissage des opérations de base avec la détermination de quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu. Il pensa à la façon dont elle avait commencé à l'appeler « tonton » ces dernières semaines, à la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il rentrait du travail, à la façon dont elle avait commencé à lui faire vraiment confiance. Et il pensa à Marcia, une jeune femme dont il ne se souvenait même pas bien, mais qui était morte dans la rue après que sa vie ait été brisée par sa négligence. Combien d'autres Marcia étaient passées dans sa vie professionnelle? Combien d'autres décisions administratives avaient entraîné des tragédies humaines qu'il ne s'était jamais donné la peine de suivre? Elle a le droit de connaître la vérité, dit-il finalement, la voix chargée d'une décision dont il savait qu'elle changerait tout. Mais pas maintenant. D'abord, je dois trouver comment le dire sans détruire la confiance que nous avons construite. Et je dois trouver un moyen de réparer le mal que j'ai fait à sa mère.
Réparer comment? Je ne sais pas encore, mais je sais que prendre simplement soin de la fillette ne suffit pas. Je dois honorer la mémoire de Marcia d'une manière ou d'une autre. Je dois m'assurer que d'autres familles ne vivent pas ce qu'elles ont vécu. C'était plus que de la culpabilité. C'était une responsabilité qu'il avait découverte de manière brutale. Il ne pouvait pas défaire le passé, mais il pouvait s'assurer que l'avenir soit différent. Il pouvait utiliser sa richesse et son influence pour créer des systèmes qui protègent les personnes vulnérables, au lieu de simplement maximiser les profits. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il trouva la fillette dans le salon en train de dessiner sur ses feuilles de papier. Elle avait récemment découvert le plaisir de dessiner et passait des heures à créer des mondes colorés où il y avait toujours suffisamment de nourriture et des enfants heureux jouant dans des parcs ensoleillés. « Tonton !» cria-t-elle, courant l'embrasser comme elle avait commencé à le faire ces dernières semaines. « Regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui !» Il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur et examina le dessin. C'était une famille, un homme grand en costume, une petite fille en robe colorée, et entre eux une figure féminine translucide, presque fantomatique, mais avec un sourire gentil. « Qui est cette personne ici ?» demanda-t-il en montrant la figure féminine. « C'est ma maman », répondit-elle simplement. La docteure Martinez a dit que parfois ça aide de dessiner les personnes qu'on aime, même quand elles ne sont plus là. Elle veille sur nous deux maintenant. Le cœur du millionnaire se brisa et se recomposa en même temps. Là était la vérité qu'il n'avait pas encore dite, exprimée avec l'innocence d'un enfant qui ne savait pas que l'homme qui la sauvait était celui qui avait condamné sa mère. Mais il y avait aussi autre chose, le pardon anticipé, l'amour inconditionnel, une famille en construction sur les ruines du passé. Cette nuit-là, alors qu'il l'abordait dans son lit, elle avait finalement commencé à dormir dans le lit et non plus par terre, il fit une promesse silencieuse. Il dirait la vérité lorsqu'elle serait prête à l'entendre. Et jusqu'à ce moment-là, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour honorer la mémoire de Marcia et construire un avenir digne pour sa fille. Parce que maintenant, il comprenait que ce n'était pas seulement le destin qui avait uni leur vie. C'était une seconde chance pour lui de se racheter, pour elle, d'avoir la famille qu'elle méritait, et pour tous les deux de découvrir que parfois, les plus grandes tragédies peuvent se transformer en les plus belles occasions de rédemption. La bombe explosa un mardi matin lorsque le millionnaire s'y attendait le moins. Il prenait son petit déjeuner avec la fillette, l'écoutant jacasser au sujet des livres qu'elle avait lus avec la pédagogue, lorsque son téléphone portable sonna avec insistance. C'était son attaché de presse, avec une voix tendue, qui le mit immédiatement en alerte. « Nous devons nous parler d'urgence, » dit l'homme. La presse a découvert la fillette, et elle a découvert le lien avec sa mère également. Le monde s'arrêta. Le millionnaire regarda la fillette, qui continuait à manger ses crêpes tout en feuilletant un livre d'histoire, complètement étrangère à la tempête qui était sur le point de s'abattre sur leur vie. « Comment ça, découvert ? Quelqu'un a divulgué des informations. Il y a des journalistes à la conciergerie de votre immeuble. Les principaux journaux de la ville préparent déjà des articles. Le titre de l'un d'eux est « Le millionnaire adopte la fille d'une employée qu'il a licenciée injustement ». Un autre dit « La rédemption tardive du magnate des affaires ». L'estomac du millionnaire se contracta. Il avait imaginé qu'il aurait le temps de dire la vérité à la fillette de la bonne manière, au bon moment. Maintenant, le monde entier le saurait avant elle. « Une demi-heure », dit-il à son attaché de presse. « Je serai là dans une demi-heure. » Il coupa la communication et regarda la fillette qui avait perçu sa tension et l'observait avec des yeux inquiets. « Il s'est passé quelque chose de grave, tonton ?»« Peut-être, » répondit-il, luttant pour garder sa voix calme. « Certaines personnes pourraient venir ici aujourd'hui pour nous poser des questions sur notre famille. Tu dois promettre que tu n'ouvriras la porte à personne ni ne parleras à des inconnus, d'accord ?» Elle hocha la tête sérieusement, l'expérience de la rue lui enseignant instantanément que quelque chose de dangereux était en train de se passer. L'instinct de survie qu'elle avait développé au cours de ses 5 premières années de vie était toujours là.
dormant juste en dessous de la surface de la fillette heureuse qu'elle était devenue. Au bureau, le millionnaire trouva une situation de crise totale. Son équipe de conseillers était en panique. Les téléphones sonnaient sans cesse, les ordinateurs affichant des gros titres sensationnels. L'histoire était construite par la presse comme un drame feuilletonesque. L'entrepreneur riche et cruel, qui avait détruit une famille et tentait maintenant d'acheter le pardon en adoptant l'enfant orpheline. « Il vous peigne comme un méchant », expliqua l'attaché de presse. Ils disent que ce n'est qu'une manœuvre de marketing pour améliorer votre image publique, que vous n'avez adopté la fillette qu'après avoir découvert qui elle était, par culpabilité. « Et si c'était vrai ?» murmura le millionnaire, plus pour lui-même que pour les conseillers. « Comment ça? Et s'ils avaient raison? Et si je ne l'avais adopté que par culpabilité ?» Le silence consterné dans la salle ne fut brisé que par la sonnerie incessante des téléphones. Son équipe le regardait comme s'il avait perdu la tête. Admettre publiquement sa culpabilité serait un suicide professionnel. Ses actions en bourse avaient déjà commencé à dégringoler avec les premières nouvelles. Les actionnaires exigeaient des explications. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour la fin de l'après-midi. Mais le millionnaire ne pensait pas aux affaires. Il pensait à la fillette à la maison, qui était probablement en train de réaliser qu'en ce moment quelque chose de grave se passait. Il pensait à la façon dont elle réagirait lorsqu'elle découvrirait la vérité de la pire des manières possibles, à travers des gros titres sensationnalistes et des spéculations malveillantes. C'est alors que son avocat entra dans la pièce avec une expression encore plus grave. « Nous avons un problème plus important », annonça-t-il. Le ministère public a ouvert une enquête sur la procédure d'adoption. Ils veulent déterminer s'il y a eu des irrégularités, si vous avez usé de votre influence pour accélérer les démarches. Et pire, le Conseil départemental de protection de l'enfance envisage de retirer temporairement la fillette de votre garde jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Le monde s'effondra. L'idée de perdre la fillette, de la voir ramenée dans le système de foyer qu'elle redoutait tant, était insupportable. En quelques mois, elle était devenue le centre de son existence, la raison pour laquelle il se réveillait chaque matin avec un but renouvelé. « Ils ne peuvent pas faire ça, dit-il, la voix chargée de désespoir. Elle est bien avec moi, elle est heureuse, en bonne santé, en sécurité. Légalement, ils le peuvent, oui, répondit l'avocat avec tristesse. Surtout s'il y a des soupçons que l'adoption a été motivée par des intérêts cachés. La presse a créé un récit qui suggère que vous utilisez la fillette pour blanchir votre image publique. » Le millionnaire sentit une colère froide se répandre dans ses veines. Non pas à cause des attaques contre sa réputation, il savait gérer ça, mais à cause de l'idée que d'autres personnes décidaient de l'avenir de la fillette sur la base de spéculations et d'intérêts politiques. Elle n'était pas une pièce d'échec à déplacer selon la convenance des adultes. C'était une enfant qui avait trop souffert et avait enfin trouvé la stabilité. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il. Première option, tout nier. Nier le lien avec la mère, dire que c'était une coïncidence, embaucher des spécialistes en communication pour changer le récit, suggéra l'attaché de presse. Deuxième option, assumer la responsabilité publiquement. Expliquer comment vous avez découvert le lien et pourquoi vous avez décidé de prendre soin de la fillette malgré tout, ajouta l'avocat. C'est plus risqué pour votre image, mais cela peut susciter la sympathie du public si cela est fait de la bonne manière. Troisième option, renoncer à l'adoption avant que le scandale ne s'amplifie, murmura l'un des conseillers, évitant le regard du millionnaire. La remettre à l'État et s'éloigner complètement de la situation. Le silence qui suivit fut glacial. Le millionnaire regarda l'homme qui avait suggéré d'abandonner la fillette comme s'il était une créature d'une autre planète. « Si vous suggérez cela à nouveau, dit-il, la voix basse mais pleine de menaces, considérez-vous comme licencié. » À ce moment-là, il comprit qu'il n'y avait pas de véritable choix. Il ne pouvait pas mentir sur le lien avec Marcia. La vérité finit toujours par éclater, et quand elle éclaterait, ce serait encore pire. Il ne pouvait pas abandonner la fillette.
Ce serait répéter l'erreur qu'il avait commise avec sa mère, abandonner les vulnérables quand ils avaient de plus besoin de protection. Il ne restait qu'une seule option, affronter la tempête de front. « Nous allons organiser une conférence de presse », décida-t-il. « Aujourd'hui même. Je vais dire toute la vérité. Sur Marcia, sur la façon dont je l'ai licenciée injustement, sur la façon dont j'ai trouvé sa fille dans la rue, sur pourquoi j'ai décidé de prendre soin d'elle. J'assumerai ma responsabilité pour ce qui s'est passé et j'expliquerai pourquoi je ne vais pas l'abandonner maintenant. C'est un suicide professionnel, murmura l'attaché de presse. Admettre publiquement votre culpabilité ouvrira des précédents pour des milliers de procès. Des employés licenciés dans le passé vont se manifester en invoquant des injustices. Vos affaires pourraient ne pas survivre à cela. Qu'elles ne survivent pas alors, répondit le millionnaire, se surprenant lui-même avec la fermeté de sa réponse. Je n'ai pas construit cette fortune pour la protéger à tout prix. Si le choix est entre mon empire financier et une enfant de 5 ans qui a déjà tout perdu une fois, le choix est évident. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé la fillette sous l'auvent, il comprenait complètement ses propres motivations. Ce n'était pas seulement la culpabilité, ce n'était pas seulement la rédemption, c'était l'amour. L'amour paternel, protecteur, inconditionnel. Elle était devenue sa fille dans le seul sens qui importait vraiment, et il ferait n'importe quoi pour la protéger. Lorsqu'il rentra chez lui en fin d'après-midi, il trouva la fillette cachée derrière le canapé du salon, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle avait réussi à contourner la sécurité de l'immeuble et à entendre les conversations des journalistes à la conciergerie. Elle avait capté des bribes d'informations que son esprit enfantin tentait de traiter. Sa mère, l'homme qui l'élevait, une connexion terrible entre eux. « Tonton », dit-elle lorsqu'elle le vit, la voix petite et brisée, « tu connaissais ma maman ?» C'était le moment qu'il avait craint, mais qu'il savait qui arriverait inévitablement. Il s'agenouilla par terre, à sa hauteur, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il fut complètement honnête. « Oui », répondit-il simplement, « je connaissais ta maman. Et je dois te raconter une histoire très difficile. » Ce qui suivit fut la conversation la plus douloureuse de sa vie. Avec des mots prudents, adaptés à un enfant de 5 ans, il raconta Marcia la façon dont elle avait travaillé dans son entreprise, la façon dont l'accusation injuste avait conduit à son licenciement. Il expliqua comment cette décision avait détruit leur vie, comment elle avait conduit à la souffrance, qui avait culminé avec la mort de la mère et la vie dans la rue de la fille. La fillette l'écouta en silence, traitant chaque mot avec une maturité qui brisait le cœur. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse pendant de longues minutes, regardant ses propres mains. « Tu m'as sauvé parce que tu t'es senti coupable ?» demanda-t-elle finalement. « Au début, peut-être, » admit-il. « Mais maintenant je t'aime comme si tu étais ma propre fille, et même s'il n'y avait pas de lien avec ta mère, je ferai toujours tout pour te protéger. »« Mais tu as tué ma maman, » dit-elle, les mots sortant comme des coups de poignard. « Pas directement. Mais mes actions ont contribué à sa mort, oui, et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. » L'honnêteté brutale de l'aveu créa un silence tendu entre eux. La fillette se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville où elle avait passé tant de temps dans la rue. Lorsqu'elle se tourna à nouveau vers lui, il y avait une détermination dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de ça pour toujours, » dit-elle. « Ma maman n'aurait pas voulu ça. Elle disait toujours que garder de la colère dans son cœur ne fait que blesser celui qui la garde. » La sagesse contenue dans ces mots le laissa sans voix. Il y avait une enfant qui avait tout perdu, offrant son pardon à l'homme responsable de sa tragédie. C'était un acte de grâce qu'il ne méritait pas, mais qu'il reçut comme le cadeau le plus précieux de sa vie. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Tu m'as sauvé quand j'en avais le plus besoin, » répondit-elle. « Et tu m'aimes vraiment, je le sens. Alors oui, je te pardonne. Mais tu dois me promettre une chose, n'importe quoi. Tu dois aider d'autres enfants comme moi,
pour qu'il n'ait pas à dormir dans la rue, pour oublier la faim. Tu dois faire ça pour ma maman. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Mais entendre la demande venir d'elle rendit tout plus réel, plus urgent. Elle n'offrait pas seulement son pardon, elle montrait le chemin de la vraie rédemption. Cette nuit-là, ils apparurent tous les deux à la conférence de presse que le millionnaire avait convoquée. Elle insista pour rester à ses côtés, petite mais déterminée, tandis qu'il racontait toute l'histoire aux caméras du monde entier. Il parla de ses erreurs, de la mort de Marcia, de la façon dont il avait trouvé sa fille et décidé de prendre soin d'elle, non seulement par culpabilité, mais par amour. Les questions des journalistes furent agressives, certaines cruelles. Il voulait savoir s'il ne s'agissait que d'une manœuvre de marketing, s'il prévoyait de tirer profit de la situation. Mais ce fut la fillette qui répondit à la question la plus difficile. « Me pardonnez-vous vraiment à l'homme qui a causé la mort de votre mère ?» demanda une journaliste, sans aucune sensibilité face au fait qu'elle s'adressait à une enfant traumatisée. La fillette regarda directement la caméra et dit « Ma maman m'a appris que tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après l'erreur. Il prend soin de moi maintenant et il va aussi aider d'autres enfants. Je pense que ma maman serait heureuse. » Les images de cette conférence de presse firent le tour du monde. L'histoire du millionnaire qui avait détruit une famille puis adopté l'enfant orpheline toucha les cœurs du monde entier, générant des débats sur la responsabilité des entreprises, la justice sociale et le pouvoir du pardon. Tout le monde ne réagit pas positivement. Il y eut des critiques féroces, des poursuites judiciaires, des tentatives de la lui retirer. Mais il y eut aussi un mouvement de soutien qui le surprit. D'autres familles qui avaient perdu leur emploi injustement commencèrent à partager leurs histoires. Des organisations de défense des droits des enfants offrirent leur partenariat. Des investisseurs conscients voulurent soutenir ces nouveaux projets sociaux. Ce qui aurait pu être la fin de sa carrière se transforma en le début d'une nouvelle vie avec un véritable objectif. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles et les plus transformateurs de la vie du millionnaire. La tempête médiatique était passée, laissant une traînée de changements irréversibles dans son existence. Certaines de ses entreprises subirent des pertes importantes, des actionnaires conservateurs s'éloignèrent, des contrats furent annulés. Mais d'autres opportunités se présentèrent, des partenariats avec des organisations humanitaires, des investisseurs intéressés par les entreprises à impact social, des contrats avec des entreprises qui valorisaient la responsabilité des entreprises. La fillette était devenue non seulement sa fille adoptive officielle, la procédure juridique s'était finalement conclue après des mois d'enquête qui avaient prouvé la légitimité de ses intentions, mais aussi sa partenaire dans la mission de transformer les tragédies personnelles en changements systémiques. Ils créèrent ensemble la fondation Marcia Silva, en hommage à sa mère. L'objectif était double, prévenir les licenciements abusifs grâce à des programmes d'audit et de médiation du travail, et prendre soin des enfants en situation de vulnérabilité sociale. Le siège de la fondation fut construit dans le même quartier où la fillette avait vécu avec sa mère, un symbole tangible de la façon dont l'argent pouvait être utilisé pour reconstruire au lieu de simplement accumuler. Le premier projet fut un foyer d'accueil pour enfants orphelins ou abandonnés. Mais ce n'était pas un foyer ordinaire. C'était un foyer temporaire où chaque enfant recevait une attention individualisée, un suivi psychologique, une éducation de qualité et, plus important encore, l'amour et la dignité que tout enfant mérite. La fillette a tenu à participer au projet architectural, suggérant des détails que seul quelqu'un qui avait vécu l'abandon pouvait imaginer. Des veilleuses dans tous les couloirs, des espaces petits et confortables où les enfants pouvaient se cacher lorsqu'ils se sentaient effrayés, une bibliothèque avec des livres illustrés pour ceux qui ne savaient pas encore lire. Les enfants qui arrivent ici auront peur, expliqua-t-elle aux architectes avec la gravité d'une consultante expérimentée. Ils vont penser que c'est trop beau pour être vrai. Alors, il faut faire un endroit qui semble réel, mais qui soit accueillant.
Le millionnaire observait ces réunions avec un mélange de fierté et de douleur. Fierté pour la sagesse et la compassion dont elle faisait preuve, douleur de savoir que cette maturité avait été acquise par une souffrance qu'aucun enfant ne devrait connaître. Le deuxième projet fut encore plus ambitieux. Un programme de revenus minimum pour les familles en situation de grande pauvreté, avec un accent particulier sur les mères célibataires. L'objectif était d'empêcher d'autres enfants de vivre ce que la fillette avait vécu. Chaque famille bénéficiaire recevait non seulement un soutien financier, mais aussi un suivi psychologique, des cours de formation professionnelle, une assistance juridique et des soins médicaux. C'est pour qu'aucune mère n'ait à choisir entre acheter de la nourriture et payer le loyer, expliqua la fillette lors d'une réunion avec des donateurs potentiels. Ma mère a dû faire ses choix. C'est très dur pour une maman. Ces paroles touchèrent les personnes présentes plus profondément que toute présentation d'entreprise ne pourrait le faire. Des dons commencèrent à arriver d'endroits inattendus. Des entrepreneurs qui ne s'étaient jamais intéressés aux causes sociales commencèrent à contribuer. L'histoire de la fondation se répandit, inspirant des projets similaires dans d'autres villes. Mais ce n'étaient pas seulement les projets externes qui changeaient. La dynamique familiale entre le millionnaire et la fillette évoluait également de manière surprenante et magnifique. Elle avait commencé à l'appeler « papa » dans des moments intimes, lorsqu'elle avait peur ou besoin de réconfort. La première fois que cela arriva, il ressentit une émotion si intense qu'il dut s'enfermer dans la salle de bain pour pleurer de soulagement et de gratitude. Il n'avait jamais imaginé que le fait d'être père puisse être à la fois si difficile et si gratifiant. La fillette était également devenue plus affirmée pour exprimer ses opinions et ses désirs. L'enfant craintive, qui se cachait derrière les canapés, avait fait place à une petite leader qui défendait ses idées avec des arguments solides. Lorsqu'il lui suggéra de prendre un tuteur particulier pour accélérer ses études, elle secoua la tête avec fermeté. « Je veux aller dans une école normale », dit-elle. « Avec d'autres enfants. J'ai passé trop de temps toute seule. » La première semaine d'école fut des montagnes russes émotionnelles pour tous les deux. Elle était nerveuse à l'idée de côtoyer des enfants de son âge après si longtemps. Il était anxieux de la laisser dans un environnement qu'il ne pouvait pas contrôler complètement. Mais petit à petit, elle commença à s'épanouir. Elle se fit des amis, participa à des activités extrascolaires et alla même jusqu'à se porter volontaire pour présenter un projet sur les familles différentes à toute l'école. Toutes les familles ne sont pas composées de personnes nées ensemble, expliqua-t-elle à ses camarades de classe devant une affiche avec des photos d'elle et de son père adoptif. Parfois, on choisit qui va être notre famille, et c'est aussi important que de naître ensemble. La maîtresse commenta ensuite qu'elle n'avait jamais vu une présentation aussi mature et touchante venant d'un enfant aussi jeune. Le millionnaire, qui assistait en secret au fond de la salle, sentit sa poitrine gonfler de fierté paternelle. Les soirées devinrent des moments privilégiés de connexion entre eux. Elle avait pris l'habitude de faire un bilan de la journée avant de dormir, racontant tout ce qu'elle avait appris, ressenti et pensé. Il lui rendait l'appareil en partageant des morceaux de sa propre enfance, des histoires sur Elena qu'il n'avait jamais racontées à personne, des réflexions sur la façon dont il apprenait à être père. « Tu crois que maman serait fière de moi ?» demanda-t-elle un de ces soirs alors qu'il l'aidait à choisir un livre à lire. « J'en suis absolument sûr, » répondit-il en lui embrassant le haut de la tête. « Elle serait fière de la fillette courageuse et bienveillante que tu es devenue. Et elle serait heureuse de savoir qu'on t'aime comme tu le mérites. Et tu crois qu'Elena serait contente que tu m'aies trouvée ?» La question le prit au dépourvu. Elle mentionnait rarement Elena directement, même si elle connaissait toute l'histoire. Mais à ce moment-là, une connexion se faisait, à la fois douloureuse et curative. « Je crois que oui, » répondit-il, après avoir bien réfléchi. « Je crois qu'elle serait heureuse de savoir que j'ai réussi à aider un enfant qui en avait besoin, même si je n'ai pas réussi à l'aider elle. Peut-être qu'elle et maman sont amies maintenant. »
dit la fillette avec le naturel des enfants, à accepter les mystères que les adultes ne peuvent pas expliquer. Peut-être qu'elle veille sur nous deux ensemble. L'image mentale des deux femmes, Helena, la sœur qu'il n'avait pas réussi à sauver, et Marcia, l'employée qu'il avait injustement licenciée, prenant soin d'eux d'outre-tombe, fut à la fois réconfortante et déchirante. Il comprit que porter ces deux pertes n'était pas un fardeau qui diminuait avec le temps, mais une responsabilité qui grandissait et se transformait en un objectif. 6 mois après la création de la fondation, ils firent leur première visite officielle au foyer d'accueil. La fillette insista pour rencontrer chaque enfant personnellement, se souvenant de tous les noms, se renseignant sur leurs rêves et leurs peurs. Lorsqu'une des plus petites filles, âgée d'à peine 3 ans, dit qu'elle avait peur du noir, elle suggéra immédiatement d'installer davantage de veilleuses. Quand on a peur, on a besoin de lumière pour se rappeler qu'on n'est pas seul, expliqua-t-elle à l'enfant, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. Et ici, tu ne seras jamais seul. Le millionnaire observait ces interactions avec une compréhension croissante qu'il n'avait pas seulement sauvé un enfant de la rue. Il avait trouvé une partenaire dans la mission de transformer la douleur en espoir, la tragédie en un objectif. La fillette n'était pas seulement sa fille, elle était son professeur dans l'art de transformer la richesse matérielle en richesse émotionnelle et sociale. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux ce soir-là, elle s'assit à côté de lui sur le canapé et lui posa une question qui révéla à quel point elle avait compris le chemin qu'ils partageaient. « Papa, tu crois qu'on peut transformer toutes les mauvaises choses qui sont arrivées en bonnes choses ?»« Pas toutes, » répondit-il honnêtement. « Certaines douleurs, on les porte pour toujours. Mais on peut utiliser ces douleurs pour éviter que d'autres personnes subissent la même souffrance. Alors, les mauvaises choses, ça sert à quelque chose. Parfois, quand on choisit de les utiliser pour faire le bien. » Elle réfléchit à cela pendant quelques minutes, puis acquiesça, comme si elle était arrivée à une conclusion importante. « Alors, je choisis que tout ce qui s'est passé pour moi et pour maman serve à aider d'autres enfants. Comme ça, tout n'aura pas été vain. » À ce moment-là, le millionnaire comprit qu'il avait trouvé non seulement une fille, mais une âme sœur, dans la mission de donner un sens à la souffrance à travers le service aux autres. Ensemble, ils construisaient quelque chose qui transcendait leurs histoires individuelles, ils créaient un héritage d'espoir qui perdurerait bien au-delà de leur vie. 1 an après la création de la fondation, une situation inattendue allait mettre à l'épreuve tous les progrès qu'ils avaient accomplis. Le millionnaire reçut un appel qui allait de nouveau changer le cours de leur vie. Une tante de la fillette, la sœur de Marcia, avait été localisée. Elle cherchait sa nièce depuis la mort de sa sœur. La femme s'appelait Rosa, avait 40 ans, était mariée et venait d'acquérir une stabilité financière après des années de lutte. Elle avait tenté de localiser la fillette par le biais des organismes officiels, mais la bureaucratie et le manque de documents adéquats avaient rendu la recherche infructueuse. Ce n'est que lorsque l'histoire eut acquis une notoriété dans les médias qu'elle put retrouver où se trouvait sa nièce. La nouvelle frappa le millionnaire comme un coup de poing à l'estomac. Légalement, Rosa avait des droits sur la fillette. Elle était de la famille de sang et le système judiciaire favorisait la réunification familiale chaque fois que possible. Il y avait une réelle possibilité qu'il perde la fille qu'il avait appris à aimer inconditionnellement. Lorsqu'il parla à la fillette de l'existence de sa tante, sa réaction fut complexe et pénible à observer. Il y avait une joie sincère à découvrir qu'elle avait de la famille biologique vivante, mais aussi une peur palpable de perdre la stabilité qu'elle avait enfin conquise. « Elle ressemble à maman ?» demanda la fillette, en essayant de traiter l'information. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais elle veut vraiment te connaître. Elle dit qu'elle te cherche depuis des mois. Et si elle m'emmène ?» La question qu'il craignait le plus avait été posée avec la simplicité brutale des enfants. Comment expliquer qu'il existait des forces juridiques et sociales qui pourraient séparer une famille qui s'était formée par l'amour et le besoin mutuel? « Je ne sais pas ce qui va se passer, » répondit-il honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que tu auras toujours une place avec moi, quoi qu'il arrive. Tu es ma fille, et cela ne changera jamais.
La première rencontre avec Rosa fut fixée dans un environnement neutre, en présence de psychologues et d'assistants sociaux. Le millionnaire était plus nerveux qu'il ne l'avait été lors de n'importe quelle négociation milliardaire de sa carrière professionnelle. La fillette manifestait également de l'anxiété, tenant fermement sa main alors qu'il se dirigeait vers la salle de réunion. Rosa était une version plus mûre de Marcia, les mêmes yeux doux, le même sourire timide, la même façon délicate de gesticuler avec les mains. Lorsqu'elle vit sa nièce, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle prit soin de ne pas s'approcher trop vite, respectant l'espace de l'enfant. « Tu es le portrait craché de ta mère quand elle avait ton âge », dit Rosa doucement. « Elle parlait beaucoup de toi. Chaque fois qu'on se parlait, elle racontait quelque chose d'amusant que tu avais fait. » La fillette l'observa attentivement, répertoriant les ressemblances et les différences, essayant de déchiffrer si elle pouvait faire confiance à ce nouveau membre de la famille. « Où étais-tu quand maman est morte ?» demanda-t-elle directement. « J'habitais loin, j'essayais de trouver du travail », répondit Rosa, la douleur évidente dans sa voix. « Quand j'ai réussi à revenir et à vous chercher, il était trop tard. Ta mère était décédée et tu avais disparu. J'ai cherché partout. Pourquoi vous ne vous parliez pas? On s'est disputé bêtement il y a des années, au sujet de choses qui semblent si petites maintenant. Je regrette tous les jours de ne pas m'être excusé plus tôt. » L'honnêteté de Rosa gagnait progressivement la confiance de la fillette. Au cours de cette rencontre, elle raconta des histoires sur Marcia que l'enfant n'avait jamais entendues, comment elles jouaient ensemble quand elles étaient petites, les rêves que Marcia avait pour l'avenir, à quel point elle avait été heureuse lorsqu'elle avait appris qu'elle allait être mère. « Ta mère m'a montré une photo de toi quand tu avais 2 ans, » dit Rosa, sortant une photographie jaunie de son sac. Elle l'emportait partout. Elle disait que tu étais la chose la plus importante de sa vie. Voir la photo fut un moment de révélation pour la fillette. C'était une image d'elle souriant dans les bras de Marcia, toutes deux semblant heureuses et insouciantes. Il y avait une vie avant la pauvreté, avant la souffrance, avant la lutte pour la survie. Il y avait de l'amour, il y avait de la famille, il y avait des moments de pure joie. Après la rencontre, le chemin du retour vers la maison fut silencieux. La fillette traitait tout ce qu'elle avait entendu et ressenti, tandis que le millionnaire luttait contre ses propres peurs d'abandon et de perte. « Tu l'as aimée ?» demanda-t-il finalement. « Elle a l'air gentille, » répondit la fillette pensivement. « Et elle aimait vraiment maman, je le sens. C'est important pour toi. »« Oui, mais... » Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Elle n'était pas là quand j'en avais besoin. Toi, tu étais là. » Dans les jours qui suivirent, Rosa rendit plusieurs visites. Elle apporta des albums photos de famille, raconta d'autres histoires sur Marcia, apporta des cadeaux soigneusement choisis. Il était clair qu'elle aimait sa nièce sincèrement et voulait le meilleur pour elle. Mais il était également clair qu'il existait une tension non verbale sur l'avenir. La décision finale vint de la fillette elle-même, d'une manière qui surprit tous les adultes impliqués. « Je veux que vous soyez tous les deux ma famille », annonça-t-elle lors d'une réunion de famille. « Tante Rosa, c'est la famille de maman, et papa, c'est la famille que j'ai choisie. Pourquoi devrais-je en choisir une seule ?» La simplicité de la solution proposée par un enfant de 6 ans révéla la complexité inutile que les adultes avaient créée. Pourquoi, en fait, devait-elle choisir entre l'amour biologique et l'amour adoptif? Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir les deux? Ce qui suivit fut une négociation délicate, mais pleine de bonne volonté. Rosa reconnut que le millionnaire avait sauvé la vie de la fillette et construit avec elle une relation paternelle solide. Le millionnaire reconnut que Rosa représentait un lien vital avec l'histoire et la famille biologique de la fillette. Ensemble, ils parvinrent à un accord qui donnait la priorité au bien-être de l'enfant au-dessus des questions juridiques ou territoriales. La garde resta avec le millionnaire, mais Rosa devint une présence constante dans la vie de la fillette. Elle passait les week-ends avec sa tante, rencontrait ses cousins, participait à des réunions de famille où elle entendait d'autres histoires sur Marcia.
Parallèlement, elle poursuivait sa vie quotidienne avec son père adoptif, ses études, sa participation au projet de la fondation. C'est comme avoir deux maisons, expliqua-t-elle aux amis de l'école. Une où j'ai grandi et une où j'ai découvert d'où je viens. L'expérience de presque perdre la fillette transforma profondément le millionnaire. Il comprit que l'amour paternel véritable n'était pas possessif, il était libérateur. Aimer quelqu'un signifiait vouloir ce qu'il y avait de mieux pour cette personne, même si cela impliquait de partager ou même de renoncer. Rosa devint également une alliée précieuse dans les projets de la Fondation. En tant que personne qui avait connu la pauvreté et la lutte pour la survie, elle apportait une perspective pratique qui complétait les ressources financières du millionnaire. Ensemble, ils créèrent des programmes encore plus efficaces de soutien aux familles vulnérables. La fillette s'épanouit dans cet environnement d'amour multiple et de soutien collaboratif. Elle apprenait que la famille n'était pas une structure rigide, avec des règles fixes, mais un réseau flexible de personnes qui s'engageaient à prendre soin les unes des autres. Elle découvrait qu'il était possible d'honorer le passé tout en construisant l'avenir, qu'il était possible de porter la mémoire de sa mère tout en embrassant de nouvelles relations. Pour son 7e anniversaire, célébré lors d'une fête qui réunissait la famille élargie de Rosa, les employés de la Fondation et les amis de l'école, elle prononça un discours qui laissa tous les adultes présents émus. « Quand j'étais petite et que je vivais dans la rue, je pensais que la famille, c'était seulement ceux qui naissaient ensemble, dit-elle, debout sur une chaise pour que tout le monde puisse la voir. Mais maintenant, je sais que la famille, c'est ceux qui choisissent de rester ensemble, même quand les choses deviennent difficiles. Merci à tous de m'avoir choisi pour être ma famille. » À ce moment-là, le millionnaire comprit que le voyage qui avait commencé par la culpabilité et la rédemption s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne créait pas seulement une fille, il apprenait que l'amour se multiplie lorsqu'il est partagé, que la famille s'agrandit lorsqu'elle est généreuse, que le bonheur devient plus profond lorsqu'il est construit sur la base solide du service aux autres. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse où le millionnaire avait trouvé une fillette recroquevillée sous un auvent. Maintenant, à 10 ans, elle était devenue une jeune fille articulée, confiante et profondément compatissante, dont les idées influençaient directement le cours de la Fondation qui portait le nom de sa mère biologique. La Fondation Marcia Silva avait dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme un projet local opérait désormais dans 12 villes, avait aidé plus d'1 millier de familles à sortir de l'extrême pauvreté et avait créé un modèle d'intervention sociale qui était reproduit à l'échelle internationale. Mais la croissance n'avait pas dilué son objectif initial. Chaque projet portait encore la marque personnelle de la fillette qui avait inspiré sa création. Le foyer d'accueil initial faisait désormais partie d'un réseau de 7 unités, chacune conçue avec les détails subtils que seule une personne ayant vécu l'abandon pouvait imaginer. De petits espaces pour les moments de solitude, des bibliothèques confortables, des jardins où les enfants pouvaient planter leurs propres fleurs, des ateliers d'art où ils pouvaient exprimer leurs traumatismes et leurs espoirs à travers les couleurs et les formes. Chaque enfant qui arrive ici apporte une histoire unique, expliquait la fillette aux visiteurs et aux donateurs, avec la naturelle de quelqu'un qui était né pour diriger. On ne peut pas les traiter comme s'ils étaient tous pareils simplement parce qu'ils ont tous souffert. La souffrance ne nous définit pas. Ce qu'on en fait, c'est ça qui définit. Sa sagesse précoce impressionnait les psychologues, les éducateurs et les assistants sociaux qui travaillaient avec elle. À 10 ans, elle comprenait des nuances de traumatisme infantile et de résilience que de nombreux professionnels mettaient des décennies à assimiler. Non pas parce qu'elle avait étudié des théories, mais parce qu'elle avait vécu les réalités que ces théories tentaient d'expliquer. Le millionnaire observait ce développement avec un mélange de fierté paternelle et d'admiration professionnelle. La fillette était devenue non seulement sa fille, mais sa partenaire la plus précieuse dans la mission de transformer les ressources financières en un impact social réel. Elle participait à des réunions avec des donateurs,
présentait des projets au conseil d'administration, et ses opinions étaient considérées avec le même respect que celui réservé aux consultants experts. Mais c'était dans les moments intimes, loin des projecteurs de la Fondation, que sa transformation la plus impressionnante se révélait. L'enfant qui dormait auparavant par terre par peur conduisait désormais des visites domiciliaires avec les amis de son école, avec la confiance d'une hôtesse expérimentée. La fillette qui murmurait autrefois pour devenir invisible chantait désormais à tue-tête sous la douche, riait pendant les films et discutait de politique internationale pendant le dîner. « Papa » dit-elle un dimanche soir, alors qu'ils faisaient ensemble le puzzle de 1000 pièces qui était devenu une tradition hebdomadaire, « tu crois que maman biologique serait surprise parce que je suis devenue ?» C'était une question qu'elle posait périodiquement, toujours avec des variations subtiles qui révélaient différents aspects de sa recherche continue d'identité et d'objectifs. « Je pense qu'elle serait fière, mais pas surprise, » répondit-il, en encastrant une pièce du ciel bleu du puzzle. « Tu as toujours eu cette force en toi. Les circonstances n'ont fait que révéler ce qui était déjà là. Et toi, tu as été surpris ? Tous les jours, admit-il avec un sourire. Tu m'apprends des choses que je ne savais même pas que j'avais besoin d'apprendre. » C'était vrai. Sa présence avait transformé non seulement ses habitudes et ses priorités, mais sa façon fondamentale de comprendre le monde. À travers ses yeux, il avait appris à voir la ville différemment, non plus comme un champ d'opportunités économiques, mais comme un écosystème complexe où chaque personne portait sa propre histoire de lutte et d'espoir. Lorsqu'il se promenait dans les rues, ce qu'il ne faisait autrefois qu'à l'intérieur de voitures aux vitres sombres, elle lui montrait des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Le fleuriste qui gardait toujours les plus belles roses pour les clients qui, manifestement, ne pouvaient pas se les offrir. La dame qui balayait le trottoir devant l'immeuble et saluait toujours chaque passant avec un sourire sincère. Le groupe de jeunes qui se réunissaient sur la place, non pas pour causer des problèmes, mais pour pratiquer la danse de rue, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre des cours formels. La ville est pleine de bonnes personnes qui font de bonnes choses, observa-t-elle lors d'une de ses promenades. On ne les voit pas, simplement parce qu'on ne fait pas attention aux bonnes personnes. Cette capacité à trouver de la bonté dans des endroits où d'autres ne voyaient que des problèmes était devenue une marque de fabrique, non seulement pour elle, mais pour toute la famille qu'ils avaient construite. Rosa avait également développé cette perspective, et ensemble, ils formaient une équipe d'enquêteurs informels qui découvraient des histoires inspirantes dans les endroits les plus inattendus. C'est au cours d'une de ces enquêtes qu'ils découvrirent Jean, un sans-abri de 60 ans qui avait créé un projet informel d'alphabétisation pour d'autres personnes sans domicile fixe. Il enseignait à lire et à écrire en utilisant de vieux journaux trouvés dans les poubelles, sous l'auvent d'une station de métro. Lorsque la fillette le rencontra, elle proposa immédiatement de l'inclure dans les projets de la Fondation. « Et il fait déjà le travail », argumenta-t-elle devant le conseil d'administration. « On a juste besoin de lui donner les ressources pour qu'il fasse mieux. » Jean devint le coordinateur du programme d'éducation des adultes de la Fondation, prouvant que les meilleures solutions existaient souvent déjà dans les communautés. Il suffisait de les reconnaître et de les soutenir. Cette approche consistant à découvrir et à potentialiser les initiatives locales devint la philosophie centrale de la Fondation Marcia Silva. Au lieu d'imposer des solutions externes, ils identifiaient les personnes qui faisaient déjà une différence dans leur communauté et offraient des ressources pour amplifier ces efforts. La fillette avait développé un talent particulier pour identifier ces héros invisibles, comme elle les appelait. Pour le 10e anniversaire de la Fondation, ils organisèrent une cérémonie qui réunit toutes les familles bénéficiaires, les employés, les bénévoles et les partenaires. L'événement eut lieu dans le gymnase de la première école construite par la Fondation, dans le même quartier où la fillette avait vécu avec Marcia. « Il y a 10 ans, dit-elle au micro, maintenant âgée de 15 ans et dotée d'une maturité qui impressionnait tout le monde. Une fillette de 5 ans dormait dans la rue parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Aujourd'hui, cette même fillette est là pour vous parler parce que quelqu'un a décidé de s'arrêter et de voir. Ce n'est pas seulement l'argent qui a changé ma vie,
C'est quelqu'un qui a décidé de voir un enfant invisible et de croire qu'elle méritait une chance. Le public était dans un silence total, absorbant chaque mot. Ma mère biologique, Marcia, est morte dans la rue parce que le système a failli, mais sa mort n'a pas été vaine, car grâce à elle, des milliers d'autres familles ont trouvé l'espoir. Mon père adoptif aurait pu garder sa culpabilité pour lui-même et continuer sa vie confortable. Mais il a choisi de transformer l'erreur en objectif, la douleur en action. Le millionnaire, désormais aux cheveux grisonnants mais aux yeux plus brillants que jamais, sentit les larmes couler sur son visage. Non pas des larmes de tristesse, mais de profonde gratitude d'avoir été l'instrument d'une transformation qui transcendait ses propres limites. Ce que nous avons appris au cours de ces 10 années, continua-t-elle, c'est qu'il n'y a pas de problème trop petit pour avoir de l'importance, ni de personne trop petite pour faire la différence. Chacun d'entre vous qui êtes ici le prouve. Chaque enfant qui a trouvé un foyer, chaque famille qui a échappé à la faim, chaque personne qui a appris à lire, chaque rêve qui s'est réalisé. Tout cela a commencé avec quelqu'un qui a décidé que ça valait la peine d'essayer. Elle fit une pause, regardant le public divers, qui représentait une décennie de travail en commun. Je ne me souviens plus comment c'est d'avoir faim tous les jours. Je ne me souviens plus comment c'est de dormir dans la rue avec peur. Mais je n'oublierai jamais qu'il y a une différence entre ne pas avoir de nourriture et ne pas avoir d'espoir. La faim du corps, on la combat avec de la nourriture. La faim de l'âme, on la combat avec de l'amour, de la dignité et des opportunités. Après le discours, il y eut une présentation spéciale. 50 enfants qui étaient de passer par les foyers d'accueil de la Fondation chantèrent une chanson qu'ils avaient eux-mêmes composée sur les secondes chances et les familles choisies. Les paroles simples mais profondes résonnèrent dans le gymnase. L'homme qui mesurait autrefois le succès uniquement en chiffres voyait désormais la vraie richesse dans les sourires de ses enfants, dans la dignité retrouvée des familles bénéficiaires, dans le réseau d'amour et de soutien qui s'était tissé au fil d'une décennie. Cette nuit-là, lorsqu'ils rentrèrent chez eux, le père et la fille s'assirent sur le balcon du penthouse, observant la ville qui s'étendait en dessous d'eux. Les lumières ponctuaient l'obscurité comme des étoiles terrestres, chacune représentant une vie, une histoire, une possibilité. « Papa », dit-elle, l'appelant désormais ainsi naturellement, sans hésitation. « Tu sais quelle est la chose la plus importante que tu m'aies apprise ? » « Quoi ? Qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour faire la différence. On a juste besoin d'essayer, même quand on se trompe. » Il sourit, se souvenant de la conversation similaire qu'ils avaient eue des années auparavant, lorsqu'elle était beaucoup plus petite et que le pardon était encore quelque chose de nouveau entre eux. « Et tu sais quelle est la chose la plus importante que tu m'aies apprise ?» demanda-t-il. « Quoi ? Qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. » Ils restèrent dans un silence confortable, chacun réfléchissant au voyage qu'ils avaient partagé. La fillette qui avait dormi dans la rue pour oublier la faim rêvait désormais éveillée de projets pour éradiquer la faim infantile dans toute la région. Le millionnaire qui avait construit un empire basé uniquement sur le profit trouvait désormais satisfaction dans chaque vie transformée par la Fondation. « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» demanda-t-il, une question qu'il posait périodiquement, toujours curieux de savoir comment ses rêves évoluaient. « Je veux étendre la Fondation à d'autres pays, » répondit-elle sans hésiter. « Je veux qu'aucun enfant au monde n'ait besoin de dormir dans la rue. C'est trop ambitieux ? Pour n'importe qui d'autre, peut-être, » dit-il avec fierté. « Pour toi, ce n'est qu'une question de temps et de planification. » Car il avait appris qu'elle possédait quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter. La crédibilité de celui qui avait vécu le problème qu'il tentait de résoudre et la détermination de celui qui avait expérimenté à la fois le désespoir et la rédemption. Des années plus tard, lorsque des biographes tentèrent de documenter l'histoire de la Fondation Marcia Silva, ils se heurtaient toujours à la même question. Était-ce le millionnaire qui avait sauvé la fillette ou la fillette qui avait sauvé le millionnaire ? La réponse, pour ceux qui connaissaient l'histoire complète, était évidente. Ils s'étaient sauvés mutuellement. La fillette avait trouvé non seulement un foyer, mais un objectif
qui donnait un sens à toute la souffrance qu'elle avait endurée. Le millionnaire avait trouvé non seulement une fille, mais une âme sœur dans la mission de transformer les privilèges en responsabilité sociale. Et Marcia, la jeune mère qui était morte dans la rue après avoir été injustement licenciée, avait trouvé une forme d'immortalité grâce à la fondation qui portait son nom et à la fille qui grandissait pour honorer sa mémoire en servant les plus vulnérables. La dernière nuit, avant que la fillette ne parte pour l'université à 18 ans, avec une bourse complète pour étudier les droits de l'homme internationaux, ils firent une dernière promenade dans le quartier où tout avait commencé. Ils passèrent devant l'auvent où elle avait dormi, transformé désormais en point de distribution de repas de la fondation. Ils visitèrent l'endroit où se trouvait l'ancienne pension, où elle avait vécu avec Marcia, désormais occupée par l'une des écoles de la fondation. « Tu as des regrets ?» demanda-t-elle, s'arrêtant devant la plaque qui marquait le premier foyer d'accueil. « Un seul, » répondit-il. « Je regrette d'avoir mis autant de temps à comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on partage. Et moi, je regrette d'avoir cru que j'étais invisible pendant si longtemps, » dit-elle. Alors qu'en fait, je n'attendais que la bonne personne pour me voir. Ils s'embrassèrent là, sur le trottoir, où une décennie et demie auparavant, un enfant avait appris à dormir pour oublier la faim, et où désormais des centaines de familles trouvaient non seulement de la nourriture, mais de la dignité et de l'espoir. L'histoire qui avait commencé par une phrase dévastatrice « Je dors beaucoup pour oublier la faim » s'était transformée en un héritage qui garantissait qu'aucun enfant n'aurait plus jamais à prononcer ces mots. Le projet pour oublier la faim avait accompli sa mission. Non seulement nourrir les corps, mais nourrir les âmes, restaurer l'espoir et prouver que parfois, les plus grandes transformations commencent par un simple geste de compassion. Et ainsi, une fillette qui avait été invisible aux yeux du monde était devenue la lumière qui illuminait le chemin pour des milliers d'autres enfants, prouvant que peu importe à quel point le début est petit, lorsqu'il est planté dans un sol fertile d'amour et de dévouement, il peut s'épanouir en quelque chose qui change le monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir de nouvelles histoires chaque jour. Que feriez-vous à la place du millionnaire? Commentez ci-dessous et partagez cette histoire avec quelqu'un de spécial.